Et je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Joël. Effectivement, j'ai enseigné à Longwy plus récemment que Gilles Delbance, entre 1994 et 2001, dans 8 ans. Et je viens effectivement de Nancy, moi, où j'habite toujours. Merci à la FGTB, bien sûr, à la régionale, merci à la Lettre Écarlate. Je prends tout de suite les bouquins, peut-être, parce que ça peut être effectivement pas mal. Ceux dont parlait Joël, sur l'enjeu du salaire, qui est donc le livre qui nous réunit ce soir, et qui orchestre un peu une partie des choses. Enfin, je vais en donner une partie ce soir. Le raisonnement le plus large est dans cet ouvrage, donc l'enjeu du salaire, qui est le plus récent. J'étais venu ici déjà pour l'enjeu des retraites, au moment de la bagarre française contre la réforme des retraites. Et puis, vous avez un ouvrage de fond, c'est des interventions dans le débat public, ces deux ouvrages-là. Vous avez un ouvrage de fond qui reprend tout le dossier. Alors, c'est le dossier français, de même que celui-ci, c'est un dossier français. Le dossier de la création des cotisations sociales, de la socialisation du salaire, mais aussi du statut de la fonction publique, de l'évolution du statut de salarié en France, donc puissance du salariat, qui est un ouvrage que j'ai écrit quand j'étais à Longwy, justement, c'est à ce moment-là que je l'ai écrit, mais qui vient de paraître sous sa forme complète, parce qu'il était paru à la fin des années 90, mais sous une forme partielle. Il vient de paraître sous sa forme complète, la puissance du salariat. Et puis vous avez de Nicolas Castel, là aussi c'est un dossier français, c'est sur la retraite, l'attitude des syndicats en matière, des syndicats, du gouvernement, des experts, etc., sur la retraite entre 1970 et 2007 ou 2008 à peu près, donc sur une quarantaine d'années. La retraite des syndicats, et puis sur la cotisation sociale, un petit livre de Christine Jacques, l'enjeu de la cotisation sociale. Bon, voilà, j'arrête de faire l'article, mais encore faut-il le faire parce que les bouquins se vendent très insuffisamment. Hein. Un ouvrage de sciences sociales dans tout le monde francophone, donc en prenant la Belgique francophone, la Suisse francophone, la France, le Canada, l'Afrique francophone, un bouquin comme ça se vend à 800 exemplaires en moyenne. En moyenne, un bouquin de sciences sociales, 800 exemplaires. C'est une catastrophe parce que je pense que ce qu'écrivent les chercheurs est quand même utile dans la mobilisation, la réflexion, l'affrontement au capital. Je crois que c'est utile de lire nos ouvrages, ils ne sont pas assez lus. Et donc, merci beaucoup au réseau de libraires qui fait vivre les livres, et en particulier donc, à la Lettre Écarlate. L'enjeu du salaire, puisque c'était l'annonce de cette soirée, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas d'abord une question de pouvoir d'achat et de niveau de vie. Nous voyons bien que notre impuissance face à la désindustrialisation, j'étais à Liège la semaine dernière, et mardi dernier, il y avait sur la Meuse, donc ces 12 000 bougies qui protestaient contre les emplois menacés et plus que menacés dans la sidérurgie avec ArcelorMittal. Mais il n'y a
pas que les grosses entreprises, les petites aussi. Enfin, notre impuissance face à la désindustrialisation, le fait que depuis 30 ans, nos régions, la Lorraine, qu'elles soient belges ou françaises, le Luxembourg belge, Liège, tout ça, bon, voilà des régions qui sont quand même extrêmement sévèrement marquées par la désindustrialisation. Et cette impuissance face à la désindustrialisation, le fait que nos mobilisations pour l'emploi, certes, reculent l'échéance, font que l'entreprise va durer avec moitié d'effectifs, 5 ans, 6 ans de plus, mais on enrage quand même devant tant de compétences perdues, devant tant de capacités construites au fil des décennies, voire des siècles. Je pense aux métiers d'art, qui en Lorraine, les cristalleries, tout ça, qui disparaissent les unes après les autres. Tout cela qui se perd, alors que nous sommes là, que nous sommes les porteurs de toutes ces compétences, que c'est nous qui faisons vivre ces actionnaires. C'est pas eux qui nous font vivre, c'est nous qui les faisons vivre. On enrage devant notre impuissance, et du coup, peut-être faut-il se poser la question, est-ce que nous devons encore accepter d'être simplement des gens qu'on paye ? Des gens à qui on accorde un pouvoir d'achat. Mais or, précisément, l'enjeu du salaire, c'est de montrer que nous avons déjà, dans les pays, qu'on va dire bismarckiens, comme la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, pour prendre les principaux d'entre eux, avec la socialisation du salaire, on a déjà des formes tout à fait alternatives de travail sans employeur et sans actionnaire. Et que 40% de nos PIB, c'est ça qui est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, dans les mauvaises nouvelles qu'égrenait Joël à fort juste titre. Nous avons une bonne nouvelle qui est là depuis 60 ans, c'est qu'aujourd'hui, 40% de ce que nous produisons chaque année, 40% du PIB, comme on dit, est produit par des gens qui n'ont ni employeur, ni actionnaire. Et du coup, on peut peut-être se dire, enfin, on peut peut-être se passer des employeurs et des actionnaires, puisqu'on en est déjà à 40%. Plutôt que d'attendre que Mittal nous donne du travail, ce qu'au demeurant il ne fait plus, bien ma foi, tirons-en les conséquences. Nous avons déjà largement présente une production, du travail, qui n'est fait ni avec actionnaires, ni avec employeurs. Supprimons les actionnaires et les employeurs. L'enjeu du salaire, c'est de nous montrer que nous pouvons travailler sans employeur et sans actionnaire. Non pas dans les mots, non pas dans le projet, dans le réel, que nous travaillons déjà sans employeur et sans actionnaire. On est plutôt plus heureux quand on travaille sans employeur et sans actionnaire, que ça représente déjà près de la moitié du PIB, et qu'après tout ce que nous produisons pourrait être produit sans employeur et sans actionnaire, puisque c'est déjà le cas. C'est déjà le cas que peut-être nous ne voyons pas bien. En lisant à contresens ces 40% du PIB dont je parlais, dont nous allons dire que c'est une dépense et non pas une production. Une dépense, nous allons dire que
les services publics, c'est une dépense publique. Nous allons dire que l'État dépense. Nous allons dire que la sécurité sociale, c'est une dépense. Non, ce sont des dépenses avec lesquelles nous sommes d'accord, que même nous avons promues. Nous sommes d'accord pour que l'on dépense de l'argent pour les retraités, nous sommes d'accord pour que l'on dépense de l'argent pour la santé, nous sommes d'accord pour que l'on dépense de l'argent pour les chômeurs, nous sommes d'accord pour qu'on dépense de l'argent pour les parents dans les allocations familiales, nous sommes d'accord pour qu'on dépense de l'argent pour l'école, pour les services publics, pour la justice, pour que sais-je encore, pour la vie des communes. Mais c'est une dépense, donc c'est quelque chose qui certes est utile, mais qui ne produit rien. Et qui, du coup, suppose une production préalable. Et si cette production n'a pas lieu, comme aujourd'hui, inévitablement, même si on est en désaccord, même si on se bat contre, mais enfin on est le dos au mur, inévitablement, la sécurité sociale, les services publics doivent se replier, se réduire, puisque la production diminue. Ça, c'est la fable qu'on nous raconte. C'est une vision absolument fausse de la réalité, mais il n'empêche que peut-être que nous y adhérons, et que peut-être ça explique notre difficulté à nous mobiliser, non pas pour la défense des services publics, par exemple, comme nous le faisons, mais pour la promotion de façon de travailler sans employeur et sans actionnaire. Pour la défense et la promotion d'une production débarrassée du marché du travail, pas d'employeur, et de la propriété lucrative, pas d'actionnaire. Or, le salaire tel qu'il se conçoit au XXe siècle, pour une bonne part, c'est précisément le financement de travaux, c'est-à-dire d'activités qui produisent de la valeur économique, pas simplement des activités utiles. Tout le monde est d'accord que soigner c'est utile, qu'enseigner c'est utile, être parent c'est utile, mais là où la question se pose, c'est quand on est parent, est-ce qu'on travaille? Quand on est retraité, est-ce qu'on travaille? Quand on est chômeur, est-ce qu'on travaille? Quand on est fonctionnaire, est-ce qu'on travaille? Cette question, en général, on répond non. C'est-à-dire qu'on est actif, ce qu'on fait sert à quelque chose, c'est utile d'être parent. Comme chômeur, on peut développer des tas d'activités utiles. Comme fonctionnaire, on est utile. Comme retraité. Imaginez ce qui disparaîtrait dans nos sociétés si les retraités disparaissaient. On est utile, mais on ne produit pas. On ne travaille pas. On est actif, mais on ne travaille pas. Ça, c'est la fable que le capital nous raconte. Il y a tout intérêt, évidemment, à dire qu'on ne produit que si on est subordonné à un employeur pour mettre en valeur des capitaux d'un actionnaire. Le capital a tout à fait intérêt à nous faire croire qu'il n'y a de production de valeur économique que sous la coupe, dans le carcan du marché du travail avec ses employeurs et de la propriété lucrative avec ses actionnaire. Bien sûr qu'il a intérêt à nous faire croire qu'il n'y a que cette valeur qui est produite et que si on est actif en dehors de ce carcan du marché du travail, en dehors de l'emploi, que si on est actif en dehors de la mise en valeur de capitaux, on est simplement utile, mais pas productif. Là où le drame commence, c'est quand cette fable capitaliste, dont on prévient que le capitalisme est la preuve de ce discours, nous le faisons nôtre. C'est là que le drame commence.
Parce que comment se battre avec le récit d'adversaire? Impossible. Si nous adhérons au récit du réel de nos maîtres, nous ne pourrons jamais les renverser. On va pouvoir s'accommoder, limiter la casse. Et encore, aujourd'hui, on ne limite pas la casse. Il n'y a pas d'accommodement. Même des institutions aussi établies en Belgique que la négociation collective, l'interlocuteur sociaux, etc., sont en cause aujourd'hui, surtout depuis que la Belgique a un gouvernement. Quand elle n'en avait pas, au moins on échappait à tout ça, mais depuis qu'elle en a, c'est dramatique. Elle s'aligne sur les réformes européennes, auxquelles elle avait pu échapper pendant un an ou deux, quand il y a eu des gens assez idiots pour manifester pour avoir un gouvernement. Vous vous souvenez de cette chose-là? Bon, alors. Est-ce que les retraités travaillent? Les pensionnés, plutôt, puisque retraités, c'est un terme plutôt franco-français, disons les pensionnés. Est-ce que les pensionnés travaillent? Ah, alors ici, justement, ici, en 2010-2009, quand je suis venu, un de mes interlocuteurs m'a dit: ah ben moi j'ai un gamin, il a 7 ans. L'autre jour, il m'a dit: moi, quand je serai grand, je serai comme papy, je serai pensionné. Voilà un gamin qui a absolument tout compris. Et il faut réfléchir parce que c'est vraiment une très belle, c'est pas une fable, puisque c'est quelque chose qui a eu lieu, mais qui est extrêmement illustrateur de l'enjeu de ce que je veux raconter ce soir. Ce gamin, il voit ses parents qui sont dans l'inquiétude vis-à-vis du travail. Puis il voit ses grands-parents qui sont plutôt heureux, qui disent volontiers qu'ils n'ont jamais autant travaillé, qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de travailler. Et le gamin, il sait voir, il sait faire ses comptes, hein, il comprend tout à fait, même à 6-7 ans, bien sûr. Alors évidemment, l'enjeu pour le capital, il est assez simple, c'est de nous faire croire que ses grands-parents ne travaillent pas. De nous dire que ce sont des gens utiles. C'est ce qu'on dit des femmes en général. Les femmes, c'est quelqu'un d'utile, mais qui ne produit rien. Toute la domination masculine repose là-dessus. La prétention que les femmes, c'est très utile, on les honore d'ailleurs. On utilise nos gamins de 3-4 ans à l'école, jardin d'enfants, je ne sais pas comment les choses sont organisées chez vous pour les 3-4 ans, mais à coller des nouilles sur des boîtes de fromage pour la fête des mamans, hein, et ma foi, c'est censé leur suffire. Hein. Les poèmes, la gloire de la femme éternelle, enfin, etc., etc. Dès que l'on exalte la valeur d'usage que produit quelqu'un, il y a danger. C'est qu'on va lui dénier qu'il produise de la valeur économique. Et la domination sociale repose là-dessus. Le déni que le dominé produise de la valeur économique. Donc l'enjeu de la lutte sociale, c'est ça. C'est quoi produire de la valeur économique? Qui produit de la valeur économique? Et ce qu'ont conquis nos mères et pères dans le mouvement syndical au XXe siècle, c'est que le PIB grandisse d'abord, c'est la partie la plus dynamique du PIB quand on observe ce qui se passe entre 1945 et 1990 à peu près, les choses s'arrêtent en 1990.
cours de ces 45-50 ans, la partie la plus dynamique du PIB, ce qui a provoqué le plus la croissance du PIB, c'est le travail des parents, des retraités, des soignants, des fonctionnaires et des chômeurs. C'est par cette partie-là que la valeur économique a le plus grandi dans nos sociétés. Je parle de nos sociétés, Belgique, France, encore une fois, Allemagne, Italie, au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est ça qui est complètement nié. On dit mais non, non. Oui, bien sûr, on constate statistiquement que dans le PIB, la part qui vient des fonctionnaires, des retraités, des parents, des soignants et des chômeurs, c'est celle qui grandit le plus. On dit mais non, c'est pas de la production, ça, c'est de la ponction sur la production qui va à des gens utiles, personne n'ira à leur utilité, mais des gens qui n'ont rien produit. C'est une ponction. La cotisation sociale, l'impôt, c'est une ponction, c'est un prélèvement obligatoire. Ce n'est pas un supplément. Ce n'est pas quelque chose qui ajoute de la valeur, c'est quelque chose qui ponctionne sur la valeur. Vous voyez, cette façon de lire à l'envers le réel. Quand on lit le réel à l'envers, évidemment, il y a un moment où on devient impuissant. Parce qu'on n'a plus du tout de tremplin sur lesquels s'appuyer pour pousser plus loin les conquêtes des générations précédentes. On est là, on est en panne, là, comme ça, depuis maintenant une petite trentaine d'années. En Europe de l'Ouest, nous sommes en panne. Le Mouvement-Voyer est en panne. La gauche est en panne. On limite la casse. On organise la casse. Une partie de la gauche organise la casse. Elle ne se contente pas de la limiter. Et cette panne, un des éléments du diagnostic, celui en tout cas que moi je soutiens, cette panne, elle est d'abord dans nos têtes. Elle est d'abord idéologique. Elle est l'espèce d'acharnement que nous avons de lire à l'envers, sous la dictée de nos maîtres, les conquêtes de 45. 45, enfin, année emblématique, disons, parce qu'on est au lendemain de la guerre, mais les conquêtes entre 1920 et 1980. Il y a 60 ans, celle que je raconte dans Puissance du salariat, entre 1920 et 1980, il y a des conquêtes tout à fait considérables, et nous les lisons à l'envers. Nous les lisons comme la conquête d'un espace de solidarité par une ponction sur la valeur capitaliste. On aurait taxé le capital pour faire de la solidarité, c'est-à-dire pour faire quelque chose d'utile mais non productif. On aurait taxé le capital pour de la solidarité entre les jeunes et les vieux, entre les bien portants et les malades, entre les actifs occupés et les chômeurs, entre les célibataires et les parents. Solidarité. Ou bien alors on aurait, je dis bien conditionnel parce que c'est faux, c'est pas du tout ça qui s'est créé. C'est pas ça qu'on a fait, même si c'est ce que nous disons que nous avons fait. Et tant que nous dirons ça, nous serons battus. On aurait également conquis un espace pour le non-marchand, pour un accès à des consommations plus justes, parce que sans prix, l'école, par exemple, certains éléments de l'urbanisme, certains éléments de la culture. Mais pareil, ce non-marchand, il serait très utile, il relèverait de la justice sociale, il relèverait de la solidarité, mais il ne produirait rien. Alors même que dans la comptabilité nationale, l'administration productrice du non-marchand concourt
concourt pour le quart au PIB. Les comptables nationaux attribuent le quart du PIB à l'administration. Mais non, nous lisons ça avec les yeux de nos maîtres. Non, c'est de la dépense publique. Un fonctionnaire, il dépense. Ah, il est très utile. Mais pas de peau, il dépense. Et il faut qu'il dépense avec parcimonie. Parce que c'est de l'argent des autres, c'est de l'argent public. Il dépense de l'argent public. Un soignant dépense de l'argent public. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que prenez une comptable d'une commune qui gère l'urbanisme dans la commune et qui est fonctionnaire. Ah ben elle dépense. Mais la même, éventuellement la même dans une autre vie d'ailleurs, qui serait comptable dans une entreprise qui a je sais pas quoi, une concession de service public en matière d'environnement ou en matière d'urbanisme, alors elle produirait. Parce que cette entreprise est une entreprise capitaliste. Une entreprise capitaliste, par définition, on produit. Un jardinier municipal, un jardinier communal, fonctionnaire, dépenserait de l'argent public, comme on dit, qui vient d'ailleurs, l'argent public. Vous êtes toujours payé pour ça, l'argent public. Comme forme de notre aliénation, hein, d'accord. Enfin, ça me fait rire qu'à moitié au demeurant, hein, parce que c'est bien ça dont il faut que nous nous débarrassions. Hein. Mais le jardinier d'une boîte privée, lui, il produit. Mais non, les deux produisent. Il y en a un qui produit selon la convention capitaliste du travail, qu'on produit si on est sur un marché du travail, soumis à l'arbitraire, au chantage, voire, de l'emploi. Et si on met en valeur des capitaux, dans ce cas-là, on produit. Mais si on ne relève pas de l'emploi, comme les retraités, comme les chômeurs, comme les fonctionnaires, comme les parents, si on ne met pas en valeur de capitaux, comme tout cela, les soignants, j'entends les soignants, ah ben on ne travaille pas, on est utile. Vous voyez, c'est vraiment de cela qu'il faut que nous nous débarrassions. Pour bien voir que ce qui s'est construit entre 1920 et 1980, lorsque la classe ouvrière a été à l'offensive, ce qui s'est construit alors, ça n'est pas avec la croissance de l'impôt et la croissance de la cotisation sociale, qui sont pratiquement inexistants au début du XXe siècle. L'impôt, il y en a très peu. L'impôt sur le revenu en France est inventé en 1914, par exemple. La cotisation sociale est inexistante, elle apparaît pratiquement dans les pays de l'Europe occidentale, un petit peu fin du XXe siècle, 19e siècle en Allemagne, mais enfin pour l'essentiel au cours du XXe siècle. Donc ce qui grandit au cours du XXe siècle, la grande nouveauté du XXe siècle, c'est l'impôt et la cotisation sociale, c'est-à-dire l'attribution de valeur économique à l'activité qui se fait dans le cadre des services publics et de la sécurité sociale. L'impôt et la cotisation, ce n'est pas une ponction sur une valeur économique qui serait produite ailleurs, dans la sphère capitaliste, si bien que les capitalistes auraient toujours ce chantage. Si vous voulez de la sécu, si vous voulez des services publics, commencez d'abord par produire à notre service,
alors ayant produit à notre service, dans les conditions que nous avons décidées, là où nous l'avons décidé, ce que nous avons décidé qui serait produit, puisque nous n'avons aucune maîtrise sur ce travail-là, aucune. Alors, ayant fait cet acte de soumission, vous aurez droit à un espace de non-marchand et de solidarité. Ce chantage-là, nous y sommes. Nous sommes en plein dans ce chantage aujourd'hui. Nous ne pourrons en sortir et repasser à l'offensive. Cette offensive dont nous avons perdu la clé depuis 30 ans. Nous ne pourrons repasser à l'offensive que si nous disons à ces maîtres chanteurs que le roi est nu, que ce sont des parasites qui nous empêchent de travailler, qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on s'en passe déjà pour 40% du PIB depuis 60 ans. Tant que nous ne lirons pas la sécurité sociale et les services publics pour ce qu'ils sont, non pas une ponction sur la valeur par des prélèvements obligatoires, l'impôt et la cotisation, pour des choses utiles, mais non productives, mais une autre façon de produire de la valeur économique, sans marché du travail, sans employeur, sans actionnaire, et une autre façon qui fonctionne très bien. Les services publics, les lieux où débarrasser du marché du travail et de la mise en valeur de capitaux fonctionnent mieux. Aujourd'hui, c'est éclatant. Et c'est depuis qu'on veut soumettre les services publics à la logique du capital, avec le New Public Management, enfin toutes ces histoires-là qu'on veut introduire dans les services publics, le mode de management capitaliste, que ça ne marche plus. Donc on en a la preuve évidente qu'on travaille, c'est-à-dire on produit de la valeur économique, c'est ça travailler, c'est pas seulement produire des choses utiles, ça c'est être actif. Bon, on est actif toute la journée en gros. Travailler, c'est ajouter à cette activité la production de valeur économique, ajouter à l'utilité sociale de ce qu'on fait le fait que c'est aussi producteur de valeur économique. Cette activité de production, ce travail, nous le faisons déjà, débarrassé du chantage à l'emploi, débarrassé du chantage à la dette. Les deux chantages dont nous crevons collectivement en ce moment. Et nous pourrions nous en débarrasser pour tout le PIB. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'actionnaires pour travailler? Mittal, c'est celui qui empêche de travailler, c'est pas celui qui permet de travailler. Les Arnaud et autres, qui c'est chez vous, les barons, machin, les barons, tout ça, comment ils s'appellent, donnez-moi quelques noms. Voilà, les Berfrère, tous ces gens-là, dont on dit qu'ils nous donnent du travail, mais c'est nous qui les faisons vivre. Ce sont des parasites qui, aujourd'hui, empêchent le travail. Quand est-ce que nous allons dire que le roi est nu? Quand est-ce que nous allons désigner comme parasites ceux qui le sont? C'est nous qui savons produire de la sidérurgie. C'est nous qui savons faire de la comptabilité. C'est pas eux, on n'a pas besoin d'eux. Tant qu'on allumera des bougies sur la Meuse, on s'empêchera de sortir de l'impasse dans laquelle on est. Nous n'avons pas à rendre un hommage indirect à Mittal par ce genre de choses. À attendre de nos maîtres qu'ils veulent bien nous donner du travail. Cette attente est vaine.
un moment où l'échec de 30 ans de mobilisation autour de l'emploi doit absolument nous faire réfléchir. Cet échec, ce n'est pas dû au fait qu'en face ils sont forts. Cet échec est dû au fait que nous continuons à forger nos chaînes en revendiquant des employeurs et des actionnaires, alors que nous avons déjà inventé une alternative, le travail sans employeur et sans actionnaire. Et que cette alternative, c'est 40% du PIB. Il faut évidemment abandonner, encore une fois, tout le vocabulaire de la dépense. La sécurité sociale, ce n'est pas une dépense, c'est une production. C'est une production de santé. C'est une production d'éducation des enfants. Production économique, s'entend. Pas simplement production de choses utiles. Production de choses utiles et en plus productrice de valeur économique. Production de l'administration, encore une fois, c'est compté comme tel en plus. C'est compté comme tel dans le PIB. Si on ne payait plus les retraités, s'il n'y avait plus de pension pour les pensionnés, notre PIB diminuerait de 10%. Ce n'est pas de l'argent qui est fabriqué ailleurs et qu'on pourrait dépenser pour autre chose. Ne versez plus rien aux pensionnés et le PIB diminue de 10%. Ne versez plus rien aux soignants, ce n'est pas la cotisation maladie, ce n'est pas de l'argent qui est produit dans les activités en dehors du soin et qui irait à des activités du soin qui ne sont pas productives. La cotisation maladie, c'est de l'argent qui est produit par les soignants. De même que l'impôt, ce n'est pas de l'argent qui serait produit en dehors de l'administration et qui irait à une administration utile mais non productive. L'argent est produit par les salariés de l'administration, l'argent de l'impôt. Mais alors pourquoi est-ce qu'on paye des impôts et on paye des cotisations si ce sont les fonctionnaires qui produisent l'impôt et si ce sont les retraités, les pensionnés qui produisent la cotisation de vieillesse, si ce sont les chômeurs qui produisent la cotisation emploi, si ce sont les soignants qui produisent la cotisation maladie, si ce sont les parents qui produisent l'allocation familiale, pourquoi est-ce qu'on paye ça? Mais pourquoi? C'est très facile à comprendre. Parce que les fonctionnaires, les parents, les chômeurs, les retraités, les soignants produisent du non-marchand. La monnaie qui reconnaît la valeur économique qu'ils produisent. Et encore une fois, cette monnaie, en France, c'est 800 milliards sur un PIB de 2000 milliards. 40%. C'est pas rien, c'est pas quelques exemples marginaux qu'il faudrait aller chercher avec une loupe. On est au cœur même de la production économique de nos sociétés. Ces 800 milliards de monnaie qui sont produits par les fonctionnaires, par les retraités, par les parents, par les chômeurs, par les... je ne sais plus, je ne l'ai pas oublié, les soignants, hein, pour prendre les 4 grandes branches de la sécurité sociale, vieillesse, santé, emploi et famille, et par les fonctionnaires, pour prendre l'administration, ces 800 milliards qui sont produits, pas dépensés, produits par ces catégories, nous passons notre temps à les lire à l'envers comme quelque chose qui est ponctionné sur la valeur produite ailleurs.
parce que nous sommes victimes de l'illusion suivante. Enfin pas de l'illusion, du phénomène suivant plutôt. Nous sommes victimes du phénomène suivant. Comme tous ces gens-là produisent du non-marchand, comme les biens et services qu'ils produisent n'ont pas de prix. Ça ne peut pas être le chiffre d'affaires de leur administration ou le chiffre d'affaires du retraité qui reconnaît qui inclut la monnaie reconnaissant la valeur de ce qu'il produit. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Où est-elle cette monnaie? Cette monnaie, elle est dans le prix des marchandises. Dans le prix des marchandises, vous avez non seulement la valeur de la marchandise, celle qui correspond au travail qui a été fait pour la produire, le profit et le salaire poche de celui qui a produit la marchandise. Le profit des propriétaires, des actionnaires, des prêteurs, et le salaire poche de celui qui a produit. Ça, c'est dans le prix de la marchandise, vous avez effectivement la valeur produite par le travailleur qui a produit cette marchandise. On oublie toujours le profit, parce qu'il n'est pas sur la feuille de paye. On l'oublie. Chaque fois, je prends la moyenne française, chaque fois qu'un salarié qui bosse dans une entreprise privée gagne 500 de salaire poche, les propriétaires, directs ou indirects, les prêteurs, empochent 700 sur son travail. C'est ça la moyenne. Ça ne figure pas sur la feuille de paye, ça. Il y a le salaire poche, il y a les cotisations, il y a l'impôt du précompte. Mais le profit, qui est considérable, il est supérieur au salaire poche, il est de 40% supérieur au salaire poche. Le profit. Alors, donc, dans le prix des marchandises, vous avez le profit et le salaire poche. Ça, c'est la valeur produite par le producteur de cette marchandise, qui lui est largement piquée. En majorité piqué par un parasite, qui est un employeur, qui est un actionnaire. C'est un parasite qui ne sert à rien, qu'à l'emmerder, qu'à l'empêcher de bien travailler, qu'à lui flanquer plein de souffrances au travail, ou à l'empêcher de travailler tout court. Mais dans le prix des marchandises, vous n'avez pas que ça. Parce que lorsque on établit un prix, on tient compte pas simplement du profit et du salaire poche, mais aussi des impôts et des cotisations. Ça fait partie du prix. Les impôts et les cotisations, voilà là, dans le prix de la marchandise, la monnaie qui reconnaît non pas la valeur produite par celui qui va payer des impôts et des cotisations, la valeur produite par ceux à qui vont ces impôts et ces cotisations, et qui vont travailler avec ces impôts et ces cotisations. Mais comme encore une fois, la valeur qu'ils produisent n'a pas d'expression monétaire dans le prix de leur marchandise, l'expression monétaire de cette valeur, elle est dans le prix des marchandises, et avec d'ailleurs le salaire qu'ils perçoivent, avec la pension qu'ils perçoivent, les fonctionnaires, les retraités vont acheter des marchandises. Pour la marchandise, c'est une opération blanche. Les impôts et les cotisations quittent la marchandise pour aller vers le non-marchand et reviennent à la marchandise parce que les producteurs du non-marchand dépensent des marchandises, bien sûr. Mais ce flux cotisation-impôt, ce flux de monnaie, ne signifie pas du tout que c'est moi qui ai produit l'impôt que je paye, que c'est moi qui ai produit la cotisation que je paye. Je suis une simple boîte aux lettres. Celui qui produit l'impôt, c'est le fonctionnaire. Celui qui produit la cotisation, c'est le pensionné, le soignant, le parent et le chômeur. Une fois qu'on a bien compris cela, qui est assez simple, ce que je raconte est largement aussi simple
que les sottises dont nous sommes abreuvés. La seule difficulté, c'est que ça heurte les idées reçues, c'est tout. Donc ça choque, mais c'est aussi simple à énoncer de dire que l'impôt est produit par les fonctionnaires que de dire que les fonctionnaires sont des improductifs qui reçoivent de l'argent public venu d'ailleurs. C'est aussi ça. Hein. Et c'est surtout plus vrai. Parce que dire que l'impôt, c'est de l'argent public qui va à des non-productifs, ça c'est une fable. Dire que la pension, c'est de la solidarité de ceux qui cotisent vers des gens qui, aujourd'hui, ne produisent plus rien, c'est une fable. La dynamique essentielle de nos PIB au cours des 60 dernières années, des 80 dernières années, c'est la valeur économique produite en dehors de la logique du capital. Et pourquoi nous sommes en récession en Europe depuis les années 80? Ce n'est pas depuis 2007 qu'on est en récession en Europe. Ce n'est pas la crise financière qui nous a mis en récession. Elle augmente massivement le chantage à la dette. Parce que nos États ont été scandaleusement au service des actionnaires des banques. Et ont créé de la monnaie à l'appel qu'il faut maintenant que nous gagions, enfin qui est gagée sur notre travail pendant 10 ans, d'où l'austérité qui nous est promise pour que la monnaie qui était déversée en milliers de milliards d'euros sur les actionnaires des banques, pour leur sauver la mise, alors qu'on aurait pu les laisser crever en 2007, on a eu une occasion d'en filer. C'était le collapse. On nous a dit, oh, attendez, ah non, votre épargne va disparaître. On était assez cons pour voir cette fable. C'est comme ça qu'on nous tient, par des fadaises auxquelles nous croyons. Une religion païenne. Les marchés sont inquiets. Malgré les mesures courageuses prises au G20, les marchés ne sont pas apaisés. Les marchés sont pas cons, vous savez, ils s'apaiseront jamais. Les dieux, plus on leur fait de sacrifices, moins ils s'apaisent. Quand on aura fini avec cette religion païenne, omniprésente, religion très fruste, comment on offre des sacrifices aux dieux et ils ne s'apaisent pas. On est là des Romains qui consultent les aruspices avant la bataille. Et évidemment, on pompe, mais oui, bien sûr. Tant que nous n'en finirons pas avec ces religions païennes, dont l'inflation aujourd'hui, à mon avis, est tout à fait accorrélée avec la législation qu'en permanence on nous met sur la table pour nous mettre en garde contre le retour du religieux. Parce que ceux qui organisent la religion païenne légifèrent sur la burqa, sur le voile, sur je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez ces désagréments en Belgique, mais en tout cas en France, chaque fois qu'il y a un problème, pouf, le voile arrive sur la table, on fait une législation sur le voile pour nous mettre en garde contre le retour du religieux par ceux-là même qui organisent la religion à laquelle nous sacrifions notre bonheur collectif, la croyance que Mittal est indispensable. Alors on peut d'ailleurs protester contre Dieu, hein. Dire Mittal c'est un salaud, bien sûr, mais c'est toujours y croire. Il ne suffit pas de protester contre les dieux. Il faut en être athée, c'est tout à fait autre chose. Et l'athéisme, je dis Mittal, mais je devrais dire Albert Frère, parce que Mittal, il peut y avoir un petit machin raciste dans la mise en cause de Mittal. Alors on va dire le baron, vous avez encore d'autres barons, donnez-moi encore quelques-uns. De Spoelberg. Pardon? De Spoelberg. Eh ben voilà, etc., etc. Bien. C'est ceux-là, d'accord. La famille royale, tenez. Voilà les parasites dont nous n'avons pas besoin. Je parle du plan économique, sur le plan politique, c'est autre chose, c'est pas mon problème. Je parle en tant que propriétaire lucratif, qui nous empêche d'être maître du travail. Les rois sont nus. Et à bien le voir, vous voyez que nous
reprenons l'offensive, si vraiment, et nous en avons tous l'expérience, on est davantage maître de son travail, on est plus heureux au travail, si on est reconnu comme porteur de la capacité à produire de la valeur économique. Et qu'est-ce que c'est que être reconnu comme porteur de la capacité à produire de la valeur économique? C'est être payé à vie. Si c'est nous qui produisons la valeur, la reconnaissance comme droit politique que nous sommes les producteurs de la valeur, et que la valeur c'est de la monnaie, c'est évidemment le salaire. Et le salaire doit être attribué à la personne. Qu'est-ce qui fait la force des parasites qui sont nos maîtres? C'est que le salaire est attribué au poste de travail. Un salarié de ces entreprises qui relèvent du marché du travail, la mise en valeur de capitaux, n'est jamais payé lui, c'est son poste qui est payé, pas de poste à poil. Ce que nous avons inventé avec la pension, avec le chômage qui est entièrement cause, alors que c'était une des innovations les plus intéressantes de la Belgique, et la bagarre qui va se passer en Belgique est décisive pour le reste de l'Union européenne. Sera gagné ou perdu. Des fonctionnaires, bien sûr, qui sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste. Le chômage à la fonction, parce que ce n'est pas le poste qui est qualifié. C'est ça l'emploi, c'est la qualification du poste. Le grade, c'est la qualification de la personne. Dès lors que le salaire est un attribut de la personne et non pas du poste, alors tout le chantage des actionnaires disparaît. Donc, qu'est-ce que c'est qu'honorer les conquêtes du mouvement ouvrier? C'est généraliser ce que ces conquêtes ont commencé à mettre en œuvre. Salaire attaché à la personne et non pas au poste de travail. Quel que soit le poste de travail, quel que soit le fait qu'on soit ou pas sur un poste de travail, on a un salaire. Et ce salaire, il est lié à notre personne à travers des épreuves que nous passons régulièrement et qui font que nous progressons en salaire. Mais une fois que l'on a un niveau de salaire, il est irrévocable. C'est le cas de la fonction publique. Quand on a un niveau de salaire, on ne peut pas baisser. On peut augmenter, peut-être pas, on peut rester jusqu'à la fin de sa vie avec le même. Dans tous les cas, on ne peut pas baisser. On ne passe jamais par la case chômage. C'est cela que nous avons inventé. Un retraité, il n'y a pas de chômeur chez les retraités, c'est curieux. Voilà des gens qui sont payés sans chômage. Alors qu'ils travaillent. On peut travailler sans chômage, sans marché du travail, à partir du moment où le salaire est attribué à la personne. Qu'est-ce qui différencie un pensionné d'un actif? Ce n'est pas l'activité. Ce qui différencie un pensionné d'un actif, c'est que enfin, le salaire qui était attribué au poste de travail pour l'actif est attribué à la personne du pensionné. Le salaire à vie des pensionnés, le salaire à vie des fonctionnaires sont des anticipations de ce qui devrait être le fait de tous, un salaire attaché à la personne. On pourrait démarrer à 18 ans, tout le monde a le même niveau. Hein. À l'âge de la majorité, on attribue un droit nouveau, hein, on enrichit la citoyenneté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez un tel assèchement de la citoyenneté, avec un tel risque d'extrême droite dans toute l'Europe? Et parce que nous voyons bien que nous n'avons aucune maîtrise sur la valeur économique. Que nous sommes exaspérés devant notre impuissance en matière de travail, de valeur économique. Et que nous voyons bien que nos votes ne servent à rien. Quand nous passons de la droite à la gauche, ça ne change rien en matière de valeur économique. Et nos représentants politiques sont ou des
décide d'être impuissant face à la production de valeur économique. C'est le plus grand danger qui pèse sur nos démocraties. C'est cette impuissance et la récupération que s'apprête à en faire partout en Europe l'extrême droite. C'est-à-dire le patronat, qui va instrumenter l'extrême droite, bien sûr. Plutôt Hitler que le Front populaire, comme disait François de Wendel en 1936. Le salaire à vie, et voilà un mot d'ordre qui devrait être le nôtre, qui ferait le lien entre les fonctionnaires, les salariés d'entreprises privées, les chômeurs, les retraités. Salaire à vie pour tous. À 18 ans, tout le monde a le premier niveau de salaire à vie. C'est un droit politique. C'est pas du tout lié aux études qu'on a faites. Hein. C'est pas lié à son niveau de diplôme. La production de valeur économique n'est pas liée au diplôme. C'est autre chose. La production de valeur économique, ce n'est pas la production de valeur d'usage. Ce sont deux mesures différentes de la production. Le diplôme mesure la capacité à produire des choses concrètes. Ça, c'est la valeur d'usage. La qualification, le salaire, ça mesure la possibilité de produire des valeurs économiques. Quelque chose qui est abstrait. Premier niveau de qualification. Donc, qualification, ce n'est pas diplôme. Hein. Nous sommes bien d'accord, hein, parce que j'ai déjà eu des altercations avec Alalouf qui n'a pas compris cette affaire dans ce que je raconte. Parce qu'il identifie qualification et diplôme. Et c'est un petit peu de problème dans le vocabulaire franco-belge. Identifier qualification et diplôme. Pas du tout. Le diplôme, c'est la certification. L'école, elle, diplôme. C'est-à-dire qu'elle certifie que l'on est capable de produire des valeurs d'usage. D'être boucher ou d'être chirurgien. Il vaut mieux que le diplôme ne soit pas le même, d'accord. Ça, c'est la valeur d'usage. Ça, c'est ce que fait l'école. Mais l'école ne qualifie pas. Elle ne reconnaît pas la capacité à produire de la valeur économique. Elle ne reconnaît pas la capacité à avoir tel niveau de salaire. Ça, c'est dans la sphère du travail que ça se passe. Attribuer à tous le premier niveau de qualification, ça n'a rien à voir avec le diplôme, ça ne nous enferme pas dans une méritocratie scolaire qui fait qu'à vie, on traînerait un échec scolaire, etc. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Hein. Je voudrais être clair là-dessus, parce qu'à l'Université populaire de Bruxelles, il y a quelques années, j'avais été totalement compris à contresens pour n'avoir pas été clair sur ce point. Donc je mets les choses vraiment bien au point dès le départ. Nous attribuons le premier niveau de qualification à tout le monde à 18 ans. Ensuite, il y a des épreuves de qualification qu'on passe, on est encouragé à passer. Les syndicats sont là pour nous accompagner, nous aider à passer les épreuves de qualification. On monte en qualification et donc en salaire. Et puis, deuxième dimension de ce droit, et j'ai terminé, hein, deuxième dimension de ce droit de salaire universel, c'est non seulement le salaire pour tous, mais le salaire pour tout. C'est-à-dire que nous allons, par une cotisation économique qui va transposer ce que nous expérimentons déjà avec la cotisation sociale, nous allons supprimer le profit. Et ce sont des parasites qui ne servent à rien. Et nous allons nous attribuer à nous-mêmes, collectivement, par une cotisation économique, la part de la valeur ajoutée qu'il faut bien sûr affecter à l'investissement. Dans le cas français, les propriétaires, ces parasites inutiles, nous piquent 700 milliards sur les 2000, mais ils n'en consacrent que 400 à l'investissement. Il y en a 300 qui vont en dépenses de consommation de luxe, etc., etc. Il y a 400 milliards seulement d'investis, 20% seulement du PIB. Nous allons nous investir 30% du PIB par une cotisation économique qui ira des caisses d'investissement qui subventionneront l'activité économique sans prêt et sans remboursement. Vous savez, l'audit de la dette, je le fais en 30 secondes. Toute dette pour financer de l'investissement est illégitime. Les prêteurs ne prêtent en matière d'investissement que ce qu'ils nous ont piqué. Ça va, j'ai tenu dans l'heure qu'il fallait.